Tu entends que ton partenaire te demande de changer et tu as l'impression que ton identité est remise en cause. Alors tu te demandes, si je dois changer pour être aimé, est-ce qu'on m'aime vraiment ? Et ça, c'est une question qui est évidente, c'est une question qui n'a pas été explicitement formulée par une personne que j'ai accompagnée récemment, mais que j'ai eue en séance de coaching, qui fait que j'ai eu à clarifier la chose. Et c'est la raison pour laquelle je m'arrête sur ce sujet aujourd'hui, parce que c'est important de le clarifier immédiatement. Tu vas découvrir que 95% du temps, ton partenaire ne veut pas que tu changes. Il veut bien autre chose, et qui n'a rien à voir avec ça. On va vraiment poser aujourd'hui ces questions avec l'intention de lever la confusion, en clarifiant l'idée de changer par rapport à ne plus être soi. On va comprendre ce que ton être profond enregistre comme menace identitaire, distinguer une demande saine d'une demande qui pourrait être une sorte de modélage toxique, apprendre à répondre avec maturité à une invitation à changer, je vais vous proposer quelque chose pour que ce soit concret, pratique et que tu accueilles et en même temps que tu puisses envisager le changement, ton changement, le changement conjugal par voie de conséquence, dans une relation sans qu'il n'y ait plus de tension à ce sujet. Pourquoi quand tu entends que tu devrais changer, et en plus j'emploie le verbe devoir, ce qui doit faire tiquer plusieurs personnes que j'accompagne en coaching, pourquoi quand tu entends que tu devrais changer te fait si mal ? Parce que déjà tu le sens comme une injonction, tu as l'impression qu'il y a une obligation, mais en mettant de côté cette obligation, ton cerveau l'entend comme une menace, et une menace existentielle. Donc on le voit dans plusieurs études que je vais pas mentionner ici, c'est pas la peine. Ton cerveau tient à se protéger, donc il va mettre une couche parce qu'il se dit mon identité est menacée, donc dans mon qui suis-je, j'ai mon estime de moi qui est menacée, donc dans la valeur de qui je suis, et j'ai ma permanence qui est menacée, c'est-à-dire ma survie, ma pérennité, mon installation dans le temps. Donc on a ces trois dimensions qui sont synonymes de mort. Véritablement, je voudrais que tu te dises à ce stade, alors qu'on est au tout début de cette séance, que tu te dises oui, je réalise que je suis dans une réaction, vraiment, je réagis, parfois même je surréagis, parce que j'ai le sentiment d'être menacé de mort quand on me demande de changer. On me demande de ne plus être moi. On veut atténuer ma valeur. On veut que je cesse de continuer à m'installer dans le temps comme je suis. Alors que quand l'autre dit qu'il voudrait que tu changes, c'est peut-être pas ce qu'il te demande. Mais ton système nerveux, ton moi profond, se dit « je ne suis pas assez ». Et donc tu réagis en défense, en colère, en retrait, parfois en justification. Quand je dis en colère, c'est en attaque. Je dis en défense, mais ça peut être attaque-défense, qui est, je le rappelle, le recto-verso de la même pièce. Je te le dis parce que si tu te retrouves dans un événement couple-heureux, tu pourras faire partie de ceux qui sauront le dire par cœur. Donc attaque-défense, c'est le recto-verso de la même pièce. Du coup, quand tu te défends, c'est véritablement parce que tu veux attaquer pour éloigner de toi le prédateur qui consisterait à te demander est-ce que tu peux être quelqu'un d'autre ? Est-ce que tu pourrais avoir moins de valeur ? Ou en tout cas, la valeur que tu as n'est pas considérée comme tu voudrais qu'elle soit considérée, parce que moi, je l'estime qu'elle est moindre. Et puis, si tu pouvais cesser d'exister, ce serait bien sympa. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on est tous conscients, quand je pose ces questions en séance de coaching devant des couples, que non, c'est pas ce que veut dire mon partenaire. Non, effectivement, il veut pas me dire que je n'ai pas de valeur, il veut pas me dire qu'il aimerait que je n'existe plus dans le temps ou que je n'existe pas en tant que moi. Parce qu'on est en mesure, dès qu'on a commencé à conscientiser ça, de se dire, mais non, ce serait excessif de m'inscrire dans cette dynamique-là. Parce qu'en fait, j'ai conscience que je suis en train de confondre changer, de manière de faire et changer en devenant quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas qu'on touche à qui tu es, et ça va de soi, tu as raison. Personne d'autre que toi n'est habilité à te faire changer en tant que toi. D'ailleurs, il y a bien des choses dans ta nature que tu ne peux pas changer. Mais ce n'est pas ce que ton partenaire te demande quand il te demande de changer. Dans 95% des cas, il ne te dit pas « je veux une autre personne ». Je te rappelle que ton partenaire est tombé amoureux de toi, pas de ce que tu fais. A priori, je l'espère. Mais la plupart du temps, c'est de toi. Il aime ta tronche, il aime ta manière d'être, il aime ta voix, il aime ton parfum, il aime ta peau. Et tu peux pas changer ta peau, tu peux pas changer ton parfum. Quand je dis ton parfum, c'est pas le pchit que tu te mets sur la peau, c'est ton odeur corporelle.
Tu ne peux pas changer ta démarche pour essayer d'être quelqu'un d'autre. Et tu ne peux pas être quelqu'un d'autre en étant le fils d'autres parents ou le frère d'autres frères et sœurs. Tu es toi et rien ne fera n'apportera de changement à ça. Et ton partenaire te demande pas d'être né dans une autre famille. Donc on a bien compris que c'est pas ce qu'il te demande. Si tu as cette tendance à vouloir rétro-pédaler et à surréagir face à cela, c'est parce que il y a cette confusion dans laquelle tu te dis c'est pas ce qu'il me demande, je le sais, mais en même temps je vais lui faire sentir que je n'apprécie pas qu'il me demande de changer parce que je ne veux pas véritablement changer. Et en même temps, tu sais que tu as à changer parce que tu sais avoir à apprendre bien des choses, à moins que tu sois complètement ignorant du fait d'avoir à apprendre des choses. Donc on est en train de poser la chose au clair là, maintenant. Il n'est nullement question de te demander de changer, mais de changer. Tu vas me dire, mais c'est ça, Pascal, le problème. Oui, il me demande de changer. Et quand je me dis, j'ai pas envie de changer, il me dit, mais je voudrais que tu changes. Mais en même temps, je veux pas que tu changes, je voudrais que tu changes. Oui, mais comment on fait cette affaire? On est au clair maintenant. Quand il te demande de changer, pars du principe qu'il ne te demande pas de changer d'identité. Il te demande pas de devenir un blond aux yeux bleus alors que tu es un brun aux yeux verts. Reste toi. En te souvenant toujours que c'est toi que ton partenaire a choisi. Personne ne l'a obligé à être en couple avec toi, en tout cas je l'espère. C'est toi qui l'as choisi. Il t'a pas dit, mais si tu choisis pas de vivre avec moi, franchement, tu vas être malheureux, malheureuse, tu dois absolument être avec moi, sinon, il t'a pas marabouté, il t'a pas payé, il t'a pas attaché, il t'a pas enchaîné. Quand il rentre du boulot, il rentre à la maison sans aucune obligation, il n'y a pas un revolver sur la tempe qui fait qu'on lui dit, tu rentres chez toi, sinon t'es mort. Donc il vient parce qu'il a la volonté consciente, libre de venir vivre avec toi. Par conséquent, il est OK, ton partenaire, pour être avec toi. Quand il te demande de changer, c'est pas parce qu'il veut que tu sois quelqu'un d'autre ou que tu rentres pas ce soir. Il te demande de changer ta manière de faire et pas de changer ton être. On oublie l'importance de cette nuance et c'est la raison pour laquelle on surréagit. Franchement, fais une pause de quelques secondes et dis-toi, quand mon partenaire m'a demandé de changer et que j'ai mal réagi, que j'ai surréagi, je reconnais que c'est parce que j'avais le sentiment qu'il rejetait une part de moi, qu'il ne m'aimait pas comme j'étais et que par conséquent, je devais devenir quelqu'un d'autre, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Et j'applaudis de demain que ça t'intéresse pas, parce que c'est toi qui compte. C'est toi dans ta spécificité unique, humaine, planétaire qui fait que waouh, c'est génial que tu sois toi. Sans toi, le monde ne serait pas ce qu'il est. Et il est vrai qu'il y a une phrase que nous oublions de formuler de temps en temps à notre partenaire, c'est qu'on l'aime comme il est. Parce que ça pourrait permettre qu'il intègre l'idée que quand on lui demande de changer, que ce n'est pas sa nature qu'on demande de changer. On veut pas un remplacement du partenaire, on veut une modification de la manière d'agir du partenaire. Je t'aime comme tu es. Et en même temps, j'espère que tu évolueras un peu. Et en quoi cette approche n'est pas un problème, mais est plutôt complètement acceptable? Parce que le couple est un système en ajustement permanent. Son évolution est dépendante de la modification du comportement de l'un et de l'autre. Sans évolution, le couple stagne, il se rigidifie, il se sclérose avant de se nécroser. Le couple Gottman et Feldman-Barrett montrent très clairement que les couples heureux ne sont pas ceux qui ne se demandent jamais de changer, ce sont ceux qui demandent clairement de changer, ceux qui s'ajustent mutuellement et en quasi-permanence sans attaquer l'identité de l'autre. Autrement dit, changer des comportements, c'est indispensable. Changer de personnalité, c'est destructeur, c'est du rejet. C'est de l'abandon, c'est de l'injustice, c'est de la trahison par rapport à ce qu'on avait. Bref, on peut chercher les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Mais demander de changer de comportement, c'est indispensable. C'est, quelque part, donner le signal à son partenaire qu'on a confiance en son intelligence émotionnelle et cognitive, parce qu'il va comprendre que le comportement qu'il a adopté dans une situation donnée pouvait être hyper adapté, pertinent et cohérent pour la situation X ou Y de tel jour, tel mois ou telle année, mais que à ce moment-là, dans cet instant T, son comportement n'était pas adapté. Ça ne veut pas dire que lui n'était pas adapté, mais que le comportement qu'il a adopté ne correspondait pas, ne venait pas en réponse à une attente. On n'a pas de remise en question de l'être du partenaire. On a une remise en invitation d'adaptation du partenaire. Dans un sport, quand un coach dit à son athlète « Travaille ton appui gauche, tu vas gagner en puissance », il ne dit pas « Tu es nul » comme personne.
Dans un couple, j'aimerais que tu parles avec cette même approche, dans cet état d'esprit. Quand ton partenaire te demande d'ajuster ton comportement, il n'est pas en train de dire que tu es nul comme personne. Il n'est pas en train d'attaquer ton identité. Il te demande d'ajuster ton comportement pour une meilleure performance, si je peux utiliser l'image sportive que je viens d'employer. Donc la demande dit « Je crois en ton potentiel ». Ton partenaire te dit exactement qu'il croit en ton potentiel. C'est la raison pour laquelle il t'invite à un ajustement de comportement. Il croit en ton intelligence, en ton capacité d'adaptation. C'est la raison pour laquelle il te demande d'ajuster ton comportement pour avoir une meilleure performance, pour avoir un autre résultat que celui qu'on avait jusqu'à présent, parce qu'il est possible d'envisager avoir un autre résultat si on a un comportement différent. Comme le disait Albert Einstein, la folie, c'est de vouloir un autre résultat en agissant toujours de la même manière. C'est pas exactement comme ça qu'il a dit, mais c'est le fond de sa pensée. Donc tu pourrais être une personne identique en adoptant une autre manière de faire. Et ça, c'est pas une critique. C'est véritablement de la confiance, comme je l'ai dit à l'instant, avec une sollicitation, même je dirais une convocation de ton intelligence. C'est une demande aussi qui vise à un mieux pour la relation et pas à une conformité, parce que dans un couple sain, la demande de changement dit on peut faire mieux ensemble et non pas tu dois correspondre à mon modèle. L'idée, c'est pas que l'un s'adapte à l'autre et que le fameux l'autre ait les pouces qui se tournent en attendant que ce soit le partenaire qui se plie en quatre pour entrer dans les exigences conjugales. L'idée, c'est qu'on soit ensemble en ajustement permanent et je sais que plusieurs coachés qui m'entendent se disent « Ah oui, Pascal, tu nous la rabâches. Oui, on va être dans un ajustement permanent. Ça veut dire que ce qu'on a mis en place aujourd'hui, eh bien, ça marchait peut-être pour aujourd'hui. Et encore, on va le tester pendant une semaine, pendant 3 semaines ou un mois. Et on va faire des ajustements permanents. J'explique comment faire ces ajustements en séance de coaching parce que c'est vraiment important. C'est une manière de donner vie au couple tout en respectant l'individualité et l'intégrité de chacun que de se projeter dans cette dynamique-là. Cela dit, il peut arriver par moments que la demande de changement ait des connotations toxiques. Et ça doit être des signaux, je dirais, comme des red flags, comme je le dis dans un podcast qui est sur Couple Heureux. Ces signaux, ces demandes sont des signaux toxiques quand on te demande d'effacer une partie de ta personnalité, par exemple. Tu es quelqu'un d'introverti, on te demande d'être extraverti. Tu pourras pas être extraverti. Tu pourras avoir des actes que tu peux emprunter à l'extraversion, mais te demander d'être extraverti, non. Là, il y a un problème. On peut te demander d'effacer ta personnalité, par exemple, en voyant des choses que tu ne sais pas voir. Par exemple, en faisant preuve d'humour, alors que ce n'est pas de ta nature, même si l'humour s'apprend, on n'est pas naturellement capable de faire preuve d'humour, mais on a vécu, grandi dans un milieu dans lequel l'humour était facile. Si c'était pas le cas, que tu as de la peine avec le second degré, ça va être difficile pour toi. Donc, il y a des choses qui sont difficilement envisageables quand ça touche à ta personnalité. On a bien dit depuis le début, clarifier que ce n'est pas ce pourquoi tu peux souscrire. Soit seul peut décider de mettre en mouvement des choses comme celle-là, sachant que ce n'est pas impossible, mais je voudrais que tu comprennes l'importance de te mettre en branle, toi, dans cette direction-là. J'ai été, par exemple, en termes de témoignage par rapport à cette question de personnalité, en situation de direction, ce qui signifie que la fréquence à laquelle je devais prendre des décisions était considérée colossale. Je ne sais plus combien de décisions par jour je prenais, et de décisions qui engageaient des personnes qui travaillaient avec moi, des collaborateurs, pourrait-on dire. Ce qui fait que, compte tenu de mon tempérament, j'avais une certaine gêne liée au fait que régulièrement, plusieurs fois par jour, je me disais, mais est-ce que la décision que j'ai prise est la bonne ? Est-ce que mais si j'avais fait autrement ? Est-ce que peut-être ça aurait été préférable que je prenne une autre direction ? Et comment les personnes qui ne seront pas contentes de la décision que j'ai prise vont-elles réagir ? Et comment Stop. J'ai décidé de mettre un stop dans un but bien précis, c'est de me libérer. Parce qu'en réalité, je me rendais bien compte que j'étais en train de me pourrir la vie. Par conséquent, j'ai choisi de prendre connaissance de ce trait de ma personnalité, et tu comprends bien que je ne suis pas en train de te dire d'une autre manière de faire, pour mettre en sourdine la fréquence avec laquelle j'allais poser des questions de remise en question et parvenir, grâce à l'entraînement, à entrer dans une dynamique dans laquelle j'allais prendre des décisions sans plus me remettre en question et par conséquent assumer
pleinement la manière dont j'allais vivre les conséquences de mes décisions et dont les personnes autour de moi allaient vivre les conséquences de mes décisions. Eh bien, je t'assure que ça a été une véritable libération qui fait que ça fait maintenant presque plus de 20 ans que je suis loin de me reposer la question régulièrement. Est-ce que c'était bien? Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être que ça aurait été mieux que non, c'est fini. J'ai impacté ma personnalité. Mais personne n'est venu me dire, Pascal, il faut vraiment que tu changes, que tu travailles là-dessus. Parce que, voilà. Cela dit, quelqu'un aurait pu venir me le dire et que je décide de faire mienne cette mission de changer ma personnalité. Mais je préfère que dans la relation conjugale, on soit pas dans cette dynamique-là. C'est celui qui veut changer sa personnalité qui se met au boulot. Dans la relation conjugale, on est dans une relation dans laquelle on va demander à l'autre d'adapter son comportement, de changer sa manière de faire. D'accord? Donc c'est pour ça que je mets dans la toxicité le fait de demander d'effacer une partie de la personnalité. Je préfère que ce soit une autodécision, une autonomie dans toute l'étymologie du grec, autonomos, qui veut dire on fait ses lois soi-même. Deuxième signe qui peut faire que ça peut être toxique en termes de demande, c'est qu'on te fait sentir que t'es pas assez, quoi. Tant que t'auras pas changé, eh ben, tu pourras pas bénéficier de ceci, de cela, de cela. Ça veut dire qu'il y en a qui même font ceinture. Voilà. Tant que t'auras pas changé, paf, pas de rapport sexuel. Tant que t'auras pas changé, eh ben, t'auras pas droit à ceci ou à cela, ou je ferai la gueule. On est dans de la relation toxique parce qu'on est dans de la manipulation, là, de manière très claire. Autre signe toxique, de demande toxique, c'est qu'on t'impose un modèle. C'est soit t'es comme ça, soit t'es comme ça. Donc tu changes. Ou bien, c'est mort. T'as le choix de choisir, en fait, entre deux options qui sont proposées par ton partenaire. Tu comprends que quand ton partenaire, tu as le choix entre ça et ça, qu'est-ce que tu choisis? Eh ben, t'es pas vraiment libre. Parce qu'en fait, ce serait bien que tu aies le choix entre ce que dit ton partenaire en option A, en option B, et toutes les options que tu veux choisir. C'est là le maximum de la liberté. On a aussi tendance parfois à conditionner l'amour à la transformation. Je t'aimerais si. Là, on est dans une relation toxique. Où on exige plutôt qu'on ne co-construit. Là, à partir de maintenant, c'est fini. Tu changes, sinon, voilà. Et tu comprends qu'il y a aussi de la menace. Dans tous ces cas-là, on est dans une demande qui n'est pas saine. C'est une tentative de remodelage et ça participe plutôt à détruire la relation et à détruire l'estime de soi, l'image de soi, etc., que de favoriser une envie de se dire super, allez, je vais changer, je vais adapter mon comportement, parce que là, on est en train de se rendre compte qu'on touche à l'intégrité de la personne, à son estime, à sa valeur, et ça pose un réel problème, comme on l'a dit depuis le tout début. Donc, quand ton partenaire te demande de changer, avant de paniquer, d'agir, de réagir, de surréagir, d'attaquer, de te défendre, dis-toi, qu'est-ce que ça vise vraiment? Est-ce qu'on me demande de changer qui je suis? Ou d'ajuster comment je fais certaines choses? Par exemple, ton partenaire te demande d'arrêter d'être sensible. Est-ce que c'est toxique ou est-ce que c'est sain? Tu comprends que c'est toxique parce que sensible, c'est dans ton être, dans ta personnalité. Cette formulation n'est donc pas adaptée à une demande que je qualifierais de saine dans la mesure où on te demande de changer ta personnalité. Autre exemple, quand tu cries « je me ferme », parle-moi autrement. Ça, c'est sain. J'ai fait exprès de le mettre sur un ton un peu péremptoire. Ça, c'est sain parce qu'on est en train de demander un changement sur la manière, sur le comportement et pas sur l'identité. Parler autrement, c'est complètement possible. Même si tes parents gueulaient ou je ne sais pas quoi, ou minaudaient. Tu peux changer de comportement, ça s'apprend, c'est complètement possible. Si ton partenaire te demande de changer de personnalité, ben là tu sens, c'est tellement explicitement toxique que c'est pas la peine d'aller remettre l'étiquette, ça t'a sauté aux oreilles. Si ton partenaire te demande, peux-tu m'écouter jusqu'au bout s'il te plaît? C'est une demande qui est toxique ou saine? Oui, elle est saine, parce qu'on te demande d'adapter ton comportement et non pas de changer ta personnalité. Autre exemple, préviens-moi quand tu as besoin de te retirer, ça m'aide. Plutôt que tu partes en claquant la porte ou en ne disant rien. Oui, c'est une demande qui est complètement saine, parce qu'elle s'attache à un changement de comportement. Donc, voilà pour cela. Puis, le dernier exemple, ne sois plus introverti. Normalement, tu se réponds du tac au tac, parce que je l'ai pris tout à l'heure comme exemple. C'est une demande toxique, parce qu'elle touche à la personnalité. Et évidemment, quand c'est toxique, ça abîme systématiquement la relation. Par contre, quand c'est une demande saine, eh bien, elle améliore la relation. Un changement sain améliore systématiquement la relation. Ça améliore la connexion, la compréhension, la qualité des interactions, la stimulation à l'écoute de l'autre, alors qu'un changement toxique améliore seulement le confort de l'autre et pendant un moment,
Et donc du coup, il y en a un des deux qui est perdant parce qu'en fait, il se perd lui-même quand il se soumet, qu'il se plie en quatre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour chercher à répondre aux attentes. Il est fort probable que justement quelqu'un qui a une blessure d'abandon avec un masque d'attachement de dépendant aura tendance à se plier en quatre. Donc je le dis juste entre parenthèses pour que tu puisses te dire, tiens, effectivement, si j'ai la blessure d'abandon, j'ai besoin d'être hyper attentif sur les demandes de mon partenaire pour m'assurer à ce qu'elles soient saines. Et quand elles sont toxiques, je n'y réponds pas, tout simplement. Quand une demande est saine, elle appelle à « j'aimerais qu'on fasse autrement ». Quand une demande est toxique, c'est « j'aimerais que tu sois autrement ». D'accord ? Alors ça va vous dire « oui, mais j'aimerais que tu fonctionnes autrement ». Est-ce que ça touche à la toxicité par rapport à l'être ? C'est à clarifier. Quand tu dis que t'aimerais que je fonctionne autrement, qu'est-ce que tu veux dire par là ? J'aimerais que quand les enfants rentrent de l'école, tu les accueilles en étant plus à leur écoute, que tu les regardes, que tu leur parles pour prendre de leurs nouvelles. Ah d'accord, donc je me rends compte que là c'est une demande saine puisqu'elle relève de la manière de faire, non pas d'être. Plutôt que de se dire quand les enfants te font une remarque et que t'es pas bien, tu pleures, j'aimerais que tu pleures pas. Oui, mais là c'est quand même difficile parce que les larmes c'est comme le rire. Si je trouve drôle, je ris, je réfléchis pas en me disant alors que je vais rire ou pas. Allez, je ris parce que je trouve drôle. Ou bien je vais pleurer parce que je trouve triste ou pas. Qu'est-ce que je fais ? Allez, je me sens touché donc je vais pleurer. Non, je pleure parce que je pleure. Voilà, c'est en 2 millièmes de seconde, c'est le corps a répondu. Donc je ne peux pas ne pas pleurer. Et je sais que c'est une pression que certaines femmes vivent avec leur partenaire qui leur dit j'en ai marre que tu pleures, est-ce que tu peux cesser de pleurer ? Oui, j'aimerais bien que ces femmes-là puissent dire à leur partenaire j'en ai marre que tu ris, est-ce que tu peux cesser de rire quand tu trouves quelque chose de drôle ? Qu'on comprenne que finalement il y a une sorte d'ironie, de drôle, d'incongruité dans cette demande, parce que si je trouve drôle, je ris quoi, je réfléchis pas. Si je trouve triste ou touchant, je pleure, je ne réfléchis pas. Je trouve émouvant, je pleure. Ça m'appartient à moi. Il y a donc une démarche toxique à demander à quelqu'un de ne pas rire comme de ne pas pleurer. D'accord ? Alors pour répondre à cette manière de accueillir la demande de changement du partenaire, je propose que d'abord, tu prennes le temps d'écrire sur ton cahier de vie que la demande qu'a formulée ton partenaire. Il veut que je change, mais il veut que je change quoi ? Qu'est-ce que cache cette demande ? Et je vais clarifier ça en posant des questions à mon partenaire. Qu'est-ce que tu veux qu'il change ? Je vais identifier si la demande est toxique. Dans ce cas-là, je n'y réponds pas. Ou bien je vais poser des questions et je vais identifier si la demande est saine. Si elle est saine, ça va aller. Alors que si elle est toxique, je sens mon déclenchement de peur qui va se mettre en mouvement avec une rétraction, une envie de fuir ou d'attaquer. Donc si je reçois une demande de mon partenaire pour changer, je vais lui demander ce qu'il veut que je change exactement. Cahier de vie, je note. Il veut que je change. Qu'est-ce qu'il veut que je change exactement ? Je vais noter la réponse. Et le cas échéant, poser des questions à un partenaire. J'aimerais comprendre ce que tu veux dire quand tu dis que tu veux que je change ça. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit différent ? Qu'est-ce que tu veux vivre concrètement ? Et ton partenaire va te répondre. Voilà ce que je voudrais vivre, tout ça. Alors, je voudrais suivre la direction dans laquelle tu veux que nous allions. Si j'ajuste ça, est-ce que ça te paraît convenir à ce que tu veux que nous vivions ensemble ? Et tu as bien entendu que là, une parenthèse pour te dire que ce que nous vivions ensemble, parce que l'idée c'est pas de faire ce que mon partenaire veut vivre, c'est qu'on est équipe, on est partie prenante. Donc si j'envisage un changement, c'est pour un je, tu et nous. Je veux pas changer pour lui. D'accord ? Donc je continue mon exemple. Donc est-ce que tu veux, si j'apporte tel ajustement, est-ce que ça correspond à ce que tu voudrais que nous vivions tous les deux ? Il va répondre oui, non. Alors voici ce que je peux changer, parce que ça fait partie de ce que je me sens en mesure de mettre en place. Après, est-ce que ça te paraît convenir ? Oui, non. S'il dit non, et puis je vois que ça commence à toucher à une demande de changement de personnalité, ça va être non. Si je vois que ça demande des changements qui dépassent mes aptitudes présentes, je vais le lui formuler en lui disant que là, j'ai le sentiment que ce qu'il me demande est trop difficile pour moi pour l'instant. Est-ce qu'on peut trouver ensemble une manière de faire qui fonctionne pour nous deux en prenant en considération le fait que pour l'instant, ça paraît trop difficile ? Ok ? Vraiment, la question que je voudrais que tu retiennes, c'est est-ce qu'on avance ensemble ou est-ce que je me perds ? Si l'on avance ensemble, parce qu'en plus, la demande de changement touche à un changement de comportement, bingo, nous sommes gagnants, le couple se rapproche et se renforce. Si il y en a un des deux qui avance et l'autre qui se perd,
on a un problème. On est en train d'ajouter un problème à un problème. Je voudrais que l'on tourne essentiellement autour d'une question saine. Est-ce qu'on avance ensemble ou est-ce que je me perds? Est-ce qu'on avance ensemble? Oui, génial, fonce. Est-ce que je me perds? Oui, stop. Il y a un signal qui s'allume. On ne se met pas en couple pour changer l'autre. Si ton partenaire veut te changer, il y a un problème. On ne construit pas un couple durable sans changer un peu ensemble. Si tu ne veux pas changer, ou que ton partenaire ne veut rien changer de ses comportements, il y a un problème. La formule que je te propose d'écrire noir sur blanc, ou plutôt bleu sur blanc, c'est qu'on ne change pas pour l'autre, on évolue avec l'autre. C'est ça, vivre un couple heureux.